Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ça ne va pas fort dans le couple franco-allemand en ce moment. Les Allemands. Rien ne va plus entre les deux capitales. Ben oui, les Allemands. Paris et Berlin ne sont, mais alors plus du tout sur la même longueur d'onde. Elle ment en allemand. La défense et l'énergie, deux domaines dans lesquels l'Allemagne est accusée de la jouer un peu solo. Ouais, mais enfin, entre Allemands. La gestion de la crise énergétique, la vision allemande est plus libérale. Insulte-moi en allemand. Berlin sort par exemple sans prévenir un plan à 200 milliards d'euros. Moi, mon souhait, c'est toujours de préserver l'unité européenne et aussi l'amitié et l'alliance entre l'Allemagne et la France. Mais ce qui a vraiment fâché Paris, c'est ce système de défense antimissile dont Berlin veut s'équiper. Alors la liaison Paris-Bonn, l'amitié franco-allemande, mes fesses. Néna, ça ne nous rajeunit pas. Le couple franco-allemand est-il en plein divorce? Question qu'on vous pose, Félix Mathieu, car les deux gouvernements ont ajourné leur conseil des ministres commun. Oui, c'était un peu une tradition instaurée par Jacques Chirac, ce conseil des ministres franco-allemand. Il devait se tenir mercredi prochain à Fontainebleau pour la première fois en plus de 2 ans depuis la pandémie. Sauf que, eh bien non, finalement, ce rendez-vous fort symbole n'aura pas lieu avant janvier. Et encore, c'est pas sûr. Berlin vient d'officialiser cet ajournement, pour ne pas dire cette annulation, officiellement à cause d'un problème d'agenda de plusieurs ministres. Mais en fait, plusieurs divergences nées de la guerre en Ukraine ont éloigné les deux pays ces derniers mois. L'Allemagne a récemment annoncé avoir rallié 14 pays de l'OTAN à un projet de bouclier anti-aérien européen, bouclier composé de technologies allemandes, américaines, certainement aussi israéliennes, mais pas françaises. La France qui n'était pas dans la boucle de cet accord industriel et militaire. Ces derniers mois, l'Allemagne avait déjà choisi aussi de se tourner vers l'américain SpaceX plutôt que vers Ariane 6 et ses gros retards pour lancer ses satellites d'observation militaire. L'armée allemande qui a aussi récemment commandé 35 avions de combat américains, avec cette posture de plus en plus assumée par l'Allemagne depuis la guerre en Ukraine, grosso modo, eh bien on préfère acheter là où ça fonctionne plutôt que de faire plaisir à nos voisins européens. Des Allemands qui, par peur de manquer, se sont également opposés au plafonnement européen des prix du gaz, plafonnement voulu par d'autres pays comme la France. Merci Félix Mathieu. Avec nous, Nicolas Grovereit, correspondant UE-OTAN de Sud-Ouest et rédacteur en chef de Bruxelles 2, auteur du manuel sur la politique européenne de défense et de la boîte à outils de la défense européenne. Bonsoir Nicolas Grovereit. Bonsoir. Certains disent que c'est le cavalier seul des Allemands sans la France sur le bouclier antimissile qui est à l'origine du clash, mais c'est Berlin qui a ajourné le sommet. Qui dit la vérité? Si c'était que ça, c'est un peu comme quelqu'un qui met un peu trop de sel dans un plat et vous le mettez à la porte. En général, quand vous en arrivez là, c'est que il y a de l'eau dans le gaz depuis très longtemps, si je peux me permettre cette chose. Premièrement, les deux dirigeants, c'est l'essentiel, ne se comprennent pas, ne s'estiment pas, ne discutent pas assez entre eux. Donc entre Olaf Scholz et Emmanuel Macron, le courant passe pas. Donc déjà, si vous avez pas ça, c'est difficile parce que l'Allemagne et la France, c'est l'alliance de l'eau et du feu, si vous voulez, c'est l'alliance des contraires. Donc c'est un combat permanent, le couple franco-allemand. C'est pas un couple, c'est un combat permanent pour réunir les deux contraires. Donc si vous avez déjà pas l'alliance et une connaissance entre les deux, je dirais presque intime entre les deux dirigeants, ça ne peut pas fonctionner. Il y a aussi un problème politique, on va dire. Emmanuel Macron est libéral. Olaf Scholz dirige une coalition qui en gros regroupe des libéraux et la NUPES, si vous voulez comparer ça au niveau français. Donc vous voyez, déjà au niveau politique, c'est pas évident. Vous ajoutez derrière cela la crise énergétique, la crise économique, la guerre en Ukraine et tous les projets de défense qui ont échoué. Effectivement, vous avez à la fin quelque chose qui ressemble à un divorce profond, parce que ce fameux sommet qui devait avoir lieu mercredi à Fontainebleau, en fait, il était déjà prévu en juillet, il était reporté à octobre, aujourd'hui il est reporté à on ne sait pas quand, et donc il y a vraiment un problème franco-allemand aujourd'hui qui est aussi un problème pour l'Europe, parce que quand le couple franco-allemand ne marche pas, l'Europe ne marche pas. Philippe Bilger. Je voudrais demander à notre interlocuteur, il a très bien décrit les raisons de l'antagonisme franco-allemand d'aujourd'hui, mais est-ce que au sein de cette crise plus exactement, ne pourrait pas naître un progrès? J'entends par là que on a souvent contesté l'exclusivité du couple franco-allemand. Est-ce que cette crise ne pourrait pas permettre à l'avenir de rééquilibrer un tout petit peu les rapports de force européens? Nicolas Grovereit.
Les Européens s'y sont tentés, enfin les Français, les Allemands, les Britanniques dans leur temps quand ils étaient là, de chercher des alternatives, ça n'a jamais marché. Et ça n'a jamais marché, donc les Français ont essayé avec les Italiens, les Allemands avec les Britanniques en leur temps, les Allemands ont essayé avec la Pologne un temps. Ça ne marche pas parce que déjà c'est les deux plus grosses puissances politiques et économiques, et comme je vous l'ai dit, c'est les contraires. Donc à partir du moment où les Français et les Allemands sont d'accord, vous avez globalement tous les États européens qui se retrouvent. Ceux qui sont plus proches du modèle allemand d'un côté, ceux qui sont plus proches du modèle français. Donc le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alternative que cette entente-là. Et ils sont voisins également. Donc le poids de la population est aussi important. Donc le poids en matière de défense est aussi important, le poids en matière économique est aussi important. Donc ça ne peut pas se dérouler autrement. Je vous ai entendu présenter, si je peux me permettre, quelques éléments. C'est assez rapide de taxer les uns de libéral et les autres de pas libéraux. Ceux qui ont refusé la taxe sur super profit, c'est les Français. Et les Allemands refusent d'emprunter pour payer quelque part, si vous voulez. Donc on n'est pas automatiquement dans un combat frontal entre deux visions, je dirais, idéologiques. On est vraiment dans des discussions étatiques profondes. Le modèle allemand énergétique n'est pas le modèle français. Le modèle allemand d'économie n'est pas le modèle français, le modèle de défense n'est pas le modèle français. L'Allemagne, pour l'aspect défense que je connais, a un modèle très euro-atlantique. Donc c'est pas hyper étonnant qu'ils choisissent des avions américains finalement. Je trouve que vous avez mis l'accent sur ce qui me paraît le plus important, c'est d'abord le manque d'empathie et de respect, en tout cas, entre les deux dirigeants. Pourtant, ils ont essayé de tout nous faire croire, ils ont fait des petits signes, des accolades, ils ont pris le train ensemble pour aller en Ukraine, pour rencontrer Zelensky, mais à l'évidence, ça ne marche pas entre Macron et Olaf Scholz, entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Ça, c'est le premier point. Ça marchait pas très bien avec Angela Merkel, mais Emmanuel Macron respectait au moins le rapport de force qu'imposait Angela Merkel. Mon sentiment, c'est que derrière ce problème entre ces deux dirigeants se joue aussi le leadership européen. Vous avez bien compris que l'Allemagne, à l'époque, moi j'ai très lié avec le milieu diplomatique italien. Les Italiens et Mario Draghi étaient excédés par le comportement d'Emmanuel Macron, un peu, comment dirais-je, autoritaire. Attention, on est les Français, on arrive, on va tout gérer. C'est nous qu'on a des idées, c'était excédent. Déjà, je pense qu'il y a aussi ce côté chez les Allemands. Olaf Scholz veut absolument pas que la France se décrète et se déclare, et a fortiori Emmanuel Macron, leader du monde libre et leader de l'Europe. Emmanuel Macron, la France a crispé ses partenaires aussi pendant la crise ukrainienne dans ses initiatives avec Poutine, avec Zelensky. Le troisième point, c'est que pour répondre à Philippe Bilger, je suis d'accord avec vous sur l'idée que ça ne fonctionne pas, ça ne peut pas rééquilibrer. On n'y arrive pas. On n'arrive pas à rééquilibrer autrement qu'à travers cet axe, et c'est tout à fait normal. Il y a trois géants, il y en a 2+1. Il y a l'Allemagne, la France et l'Italie derrière, troisième puissance économique de la zone euro. Il faut absolument condamner à s'entendre. Le dernier point, vous allez dire que je fais de la pataphysique. Moi, je trouve quand même que le climat est quand même étonnant. Vous avez les conservateurs en Grande-Bretagne qui sont en bout de course, le modèle avec Liz Truss, ils vont encore bricoler, on va avoir un conservateur, mais on voit bien que c'est le bout de course. Vous avez ça tangue terriblement entre la France et l'Allemagne. Emmanuel Macron, au fond, tient sa majorité avec le 49-3, et ça va être comme ça pendant tout le quinquennat. On sent bien, si vous voulez, que quelque chose se passe dans les visions du monde qui s'affrontent, comme si un vieux monde était en train presque, en tout cas, de montrer ses limites, c'est le monde libéral, et comme si le nouveau monde, mais ça je reprends Gramsci, n'arrivait pas à naître. En tout cas, Nicolas Gros-Verheydt, restez avec nous parce qu'on revient dans un instant la suite de ces débats. Vous voulez nous appeler 0826 300 300. Aude vous attend au Stoddard. On vous souhaite la bienvenue dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, en direct du stand Mobiliance, et on est au Mondial de l'Automobile. À tout de suite. En direct du Mondial de l'Automobile, stand Mobiliance. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. On est très heureux avec Cécile et les Vraies Voix d'être en votre compagnie depuis le Mondial de l'Automobile, stand Mobiliance, hall 3, hall numéro 100.
Eh bien, stand numéro 100, vous pouvez venir nous rendre visite, vous serez bien accueillis. Absolument, et notre invité Nicolas Grovereit est avec nous. Une question, est-ce que finalement ce qui se passe aujourd'hui entre l'Allemagne et la France, est-ce que finalement il y en a un qui se frotte les mains, c'est Poutine, de voir se fracturer l'Europe sous la pression, sous sa pression? Je suis pas sûr que l'Europe se fracture sous sa pression, et il n'a pas intérêt à se frotter les mains longtemps, parce qu'on s'est toujours aperçu, les Russes plutôt ont toujours parié sur la division européenne, et ils ont toujours perdu ce pari, en fait. Parce que finalement, les Européens, c'est un peu une matière plastique qui arrive à trouver des accords qui sont pratiquement bons, hein, des espèces de compromis boiteux, mais qui marchent et qui permettent de solidifier le rang. Et je dirais que s'il y a une unité qui peut se reconstruire entre la France et l'Allemagne, ça sera contre la Russie, finalement. Donc c'est pas évident que Poutine gagne là-dessus. Les Français, les Allemands continueront de se diviser sur toutes les questions intérieures, on va dire, des questions énergétiques, leurs questions d'armement, etc. Mais finalement, face à Poutine, ils sont unis dans les sanctions, ils sont unis pour fournir des armes à l'Ukraine, ils sont unis pour que l'Ukraine récupère une partie de son territoire, exerce sa légitime défense. Et ils ont à peu près la même opinion, à quelques divergences près, sur le fait qu'il ne faut pas infliger une défaite monumentale à la Russie. Donc, et qu'il va falloir continuer de dialoguer, mais après. Donc finalement, sur ce plan-là, s'il y a un point d'accord, c'est face à la Russie, entre les Français et les Allemands. Il n'y a pas vraiment une ombre d'allumette, même s'il y a des nuances qui s'expriment publiquement. Nicolas Grovereit, est-ce qu'on peut vraiment parler de couple franco-allemand? Je vais prendre un exemple dans l'armement, domaine dans lequel vous êtes spécialiste. La France achète des fusils d'assaut allemands, les HK416, l'Allemagne achète des F-35 américains, sans mettre même d'assaut en concurrence, et l'Allemagne a tout fait pour faire perdre le contrat des sous-marins australiens à Naval Group, en espérant en vendre via son fabricant ThyssenKrupp. Est-ce que le couple franco-allemand, c'est pas un peu... la France, c'est la femme battue et trompée, et les Allemands lui font ce qu'ils veulent? C'est un peu un raccourci. En fait, le problème, c'est qu'on parle d'un couple. En fait, c'est pas un couple. C'est des personnes obligées de cohabiter dans la même maison. C'est plutôt une colocation forcée. Vous êtes obligé de cohabiter avec quelqu'un que vous estimez pas automatiquement et sur lequel il va falloir trouver des règles de vie. En gros, pour utiliser la machine à laver, payer l'électricité et rénover la façade. C'est plutôt ça, le couple franco-allemand, si je peux me permettre. Donc, c'est une maison franco-allemande, une colocation. Sur cet aspect-là, effectivement, ça, c'est une vision très franco-française, qui est on a les meilleurs matériels au monde, pourquoi on les achète pas? Les Allemands, eux, leur réaction, c'est de se dire, nous on a une industrie, pourquoi on est obligé de coopérer avec un industriel type Dassault et qu'on va financer et que finalement on n'aura pas de retombées chez nous. Donc les Allemands, en fait, préfèrent Airbus à Dassault, par exemple, qui est une firme franco-allemande et même espagnole. Donc c'est une vision totalement différente du monde économique même. La vision allemande, c'est une vision multipolaire, on va dire. La vision française, c'est un État avec une industrie et, je dirais, un système napoléonien. Ça peut paraître un raccourci, mais en fait, la différence, elle est là. L'Allemagne est restée une confédération, et c'est une fédération plutôt, et ça reste dans l'esprit une confédération où on a un tissu d'entreprise que l'on doit faire vivre. Donc, ils ont les mêmes préoccupations que les Français, mais pour ça, il faut trouver des accords, et effectivement, ils sont tentés de ménager la chèvre et le chou. C'est pas uniquement une question d'armement, s'ils ont choisi les F-35, c'est aussi une question d'assurance vie. Pour eux, l'Alliance Atlantique, pour les Allemands, l'Alliance Atlantique est la mer de la sûreté. Et la mer de la sûreté, c'est d'avoir des troupes américaines sur leur territoire. Et pour avoir des troupes américaines sur leur territoire, il faut avoir, et la bombe nucléaire, parce qu'ils ont la bombe nucléaire, on va dire, américaine, il faut avoir, une certaine garantie d'emploi, donc permettre, rendre grâce aux Américains d'une façon ou d'une autre. Donc c'est en ça que les achats américains des Allemands, c'est à cette aune que ça doit être regardé. J'ai bien compris tout à l'heure à quel point on ne pouvait pas espérer quelque chose de nouveau en Europe. Vous l'avez très bien expliqué. Mais est-ce que, au fond, ça veut dire qu'on va être condamné à un rafistolage permanent, à un pragmatisme à la petite semaine en Europe? Et est-ce que, ma seconde question, est-ce que vous ne croyez pas qu'avec cet antagonisme franco-allemand, la France et l'Allemagne vont perdre énormément de crédit en Europe par rapport aux autres pays?
C'est sûr que si la France et l'Allemagne s'entendent pas, ça laisse la place un peu à tous les autres qui vont, je dirais, vagabonder un petit peu en cherchant leurs intérêts. Je dirais que le couple ou la maison franco-allemande apporte un peu de discipline à l'Europe. Donc on est vraiment placé face à un hiatus franco-allemand, et cette mésentente peut être relativement grave pour l'Europe. Et effectivement, de toute façon, le franco-allemand, c'est, pour reprendre votre expression, c'est du rafistolage permanent. Mais si le rafistolage marche et que ça dure, c'est bien, et on va jusqu'à la suivante. Là, on voit qu'il y a quand même un problème de fond. Vous avez parlé tout à l'heure de l'Ukraine. J'ai été frappé de voir qu'au début de la guerre, du conflit, de ce conflit-là, du moins, le 24 février, après le 24 février, les Français et les Allemands sont allés à Kiev et à Moscou séparément. Il y a quelques années, les Français allemands allaient ensemble. Donc vous voyez que déjà le pli était pris d'une espèce de chacun pour soi et que le meilleur gagne. En 2014, c'est exactement ce que font François Hollande et Angela Merkel, avec évidemment ces moments inoubliables. Ils arrachent l'accord à Poutine, bien sûr, les accords de Minsk. Donc là, moi je suis d'accord. Moi je suis je partage votre point de vue. Je suis pas du tout pessimiste sur cet épisode. On a eu des épisodes éruptifs entre la France et l'Allemagne. Mais la réalité, le principe de réalité nous rattrape toujours. Et mon sentiment, c'est que c'est quand même aussi très lié, je le redis, vous n'êtes peut-être pas d'accord, je vous ai pas entendu là-dessus, c'est très lié vraiment à la difficulté également et à la vision même de sociétale même et sociale d'Olaf Scholz et de Emmanuel Macron. Je pense que là, il y a quelque chose qui marche absolument pas entre les deux. Alors, ça peut pas expliquer qu'on mette en l'air un sommet, mais avec Emmanuel Macron, ça peut expliquer beaucoup de choses. Et le deuxième point, je voudrais vous entendre là-dessus, c'est que je pense, moi, que aujourd'hui, sur Poutine, absolument ok, l'Europe est très unie, ils prennent des décisions ensemble. Je pense que la réalité, la véritable divergence, c'est plutôt notre relation aux États-Unis. Les Allemands sont totalement dépendants en termes de défense des États-Unis. C'est notre relation de nous, Européens, avec les États-Unis. Avec ces États-Unis qui, au fond, n'ont jamais accepté l'Europe. Pour eux, il a fallu c'est quand même le plus grand marché au monde, et il y a quelque chose, il y a une non-acceptation américaine de cette entité qu'est l'Europe, quand même. Vous êtes d'accord ou pas là-dessus ? Si je peux me permettre sur la défense, je pense que les Français ont critiqué pendant des années l'Allemagne qui n'en faisait pas assez, et maintenant l'Allemagne en fait. Du coup, entre guillemets, elle veut un retour sur investissement. Donc il y a une espèce de volonté allemande d'avoir le rendu de sa monnaie, et la découverte française que finalement l'armée allemande sera demain la plus puissante, la plus dotée en Europe. Ça change quand même la donne par rapport à il y a une situation où il y a 5-6 ans où en gros la France avait la force et l'Allemagne avait l'argent, si je peux me permettre un raccourci très rapide. Mais sur la question des intérêts américains, les intérêts américains, si vous voulez, si mes souvenirs sont bons, la France est équipée de drones Reaper américains au Sahel. Et elle n'a pas fait l'ombre d'un doute pour acheter ces matériels. Quand la France est la meilleure alliée spécialement, je vous parle de l'ensemble de la géopolitique. Juste pour finir, parce qu'on a très peu de temps, Nicolas Gros-Verheyde, qui doit faire un premier pas? Qui aujourd'hui devrait, dans ce couple, finalement, aurait plus intérêt que l'autre à réconcilier ou tenter de réconcilier cette dissension entre les deux? Justement, si je peux me permettre de le faire avec la question précédente, c'est presque les États-Unis. On a l'impression qu'entre les deux, il faudrait qu'il y ait un Américain en position neutre pour arbitrer et obliger les deux à faire un effort. Là-dessus, je pense qu'il y a un vrai problème entre les deux dirigeants et entre les deux pays, et ils devront chacun faire un effort pour se comprendre les uns les autres. Et du côté allemand, on ne comprend pas comment la France gouverne avec un gouvernement minoritaire et pas en coalition, là où eux gouvernent en coalition. Et du côté français, on ne comprend pas comment un Olaf Scholz faible arrive en position très dure, parce que justement, il a cette coalition derrière lui qui ne lui permet pas de négocier autant qu'il n'a pas le champ de manœuvre qu'a un président français qui peut en fait négocier au jour le jour. Donc là, on est face à un vrai enjeu pour les deux dirigeants, c'est-à-dire que dans les quelques semaines qui viennent, soit ils arrivent à avoir des accords ambitieux, soit ils n'arrivent pas. Effectivement, c'est l'affaiblissement franco-allemand des deux en fait. Les deux
gagne ensemble ou perd ensemble. Le problème, il est là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Nicolas Gros-Verheyen. Et aujourd'hui, notre question du jour, le couple franco-allemand est-il en plein divorce? Vous répondez oui à 89%. Vous restez avec nous, on revient dans un instant. La suite des vraies voix en direct du stand Mobiliance au Mondial de l'Automobile. Ce sera le mot du jour avec Philippe David. Oui. Et le mot du jour, c'est... c'est un mot double, automobile bashing. Et ben voilà. On revient dans un instant, à tout de suite.